On évoquait donc la Guinée où la CEDEAO a renoncé à déployer une mission d'observation, une mission de très haut niveau qui devait conduire 4 chefs d'État dans la capitale guinéenne pour évoquer la situation actuelle. Georges Hérault, vous aviez la parole avant la pause. Oui, je disais que si aujourd'hui le Alpha Condé a les chefs d'État qui sont dans l'espace de la CEDEAO, il met ces chefs d'État à dos, ça va être difficile pour lui. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'opposition est en train de contester vivement que ce soit le référendum ou les élections législatives, et l'opposition va s'organiser pour contre-attaquer. Et c'est ces chefs d'État qui seront maintenant les appuis de ses opposants pour véritablement mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, si l'organisation francophone décide de se retirer et que la communauté internationale, c'est-à-dire la France aujourd'hui aussi veut le mettre en difficulté, ça va être difficile. Normalement, c'est ces chefs d'État sur lesquels il doit s'appuyer pour avoir une force. Et aujourd'hui, le problème est là. Il doit descendre de ses piédestals, redescendre, redéfinir sa politique pour permettre l'apaisement et le dialogue dans son pays. Alors, quand on regarde quand même le profil des 4 chefs d'État qui devaient aller en Guinée, je l'ai dit, il y a le Nigérien Mamadou Bouhari, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, le Burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et le Nigérien qui est en même temps présent en exercice, Mamadou Issoufou. C'est un peu des présidents qu'on peut considérer. Issoufou, il dit je quitte le pouvoir, je ne cherche plus un 3e mandat. Bouhari, on imagine difficilement qu'il va chercher un 3e mandat. Le Ghanéen, il va chercher le 2e. Au Ghana, c'est quasiment impossible d'aller à un 3e. Donc, c'est des présidents un peu dans la peau de grands démocrates qui viennent vers quelqu'un. Il est très sûr qu'ils vont essayer de lui mettre la pression pour qu'il abandonne son idée de 3e mandat. D'abord, pour toi, il y a certains présidents qui ne sont pas dans la peau de bons démocrates. C'est pas tu mets dans ce que fait Alpha Condé là, ce que fait Alpha Condé, les intentions qu'on lui prête. Ne dis pas que Alpha Condé c'est un opposant. Il a végété dans l'opposition pendant 30 ans. On ne refuse pas. Maintenant, si nous prenons les chefs d'État qui devaient arriver, c'est vrai que bon, ils ont un profil. Et certains sont sur le point de partir, d'autres sont sur le point de postuler pour le 2e mandat. Mais là n'est pas le problème en fait. L'organisation est une structure qui a ses règlements et ces règles que tout pays doit respecter. Alors, je crois que en réalité, c'est lui qui devait aller vers ses chefs d'État ou vers l'organisation sous-régionale pour demander j'ai des difficultés avec mon opposition, venez voir qu'est-ce que vous pouvez faire, comme le Togo l'a si bien fait. Mais il ne le fait même pas, il ne fait même pas cette démarche. Maintenant les autres disent bon, on ne peut pas laisser notre pays voisin brûler. Allons-y voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme contribution pour éviter vraiment, parce que chaque jour que Dieu fait, à chaque manifestation, toujours 1 mort, 2 morts, 10 morts, vraiment je crois que ce n'est pas, ça n'honore pas la CEDEAO. Et je crois que c'est ce qui a motivé les chefs d'État à se dire, bon, au lieu de rester là, à regarder, pour que demain quand ça va s'embraser, on va dire, ben oui, on n'a plus rien fait. Ils se sont dit, allons-y, pour voir avec notre collègue, qu'est-ce qu'on peut discuter, qu'est-ce qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on peut résoudre comme incompréhension et permettre au pays d'avancer. Mais malheureusement, il a opposé une fin de non-recevoir. Maintenant, la suite, c'est quoi? La CEDEAO va se replier, va se taire. Et lui, il compte avancer parce que l'OIF fait partie, je le rappelle. La CEDEAO a annoncé son départ. Donc ça veut dire qu'il va organiser et son référendum et ses élections législatives sans ces observateurs majeurs. Un peu à huis clos. Alors là, ça devient un autre problème. Je crois que Alpha Condé fera mieux de revoir son passé
comment il a végété dans l'opposition, comment il a souffert, comment il était malmené par le général, l'un des généraux, l'un de mes 3 généraux, le général Lansana Conté, qui n'hésitait pas à mater toutes ces manifestations aujourd'hui, qui ne se mettent pas dans cette posture. Ils doivent plutôt présenter une image d'un homme vraiment qui vient de très loin et qui comprend son peuple, qui comprend sa population et qui peut intervenir. Moi, c'est ce qui est fondamental aujourd'hui. À supposer que Fonia Singbe s'était fait également sourd d'oreille. Quelle sera aujourd'hui l'issue de notre situation au Togo? Je crois qu'un homme d'État, un homme fort, c'est celui qui sait échanger, discuter et demander demander des approches de solutions. Ça, c'est être un grand homme d'État. Au lieu de vouloir jouer à la tête dure au finish, ça dégénérait. Tu ne sais pas en ce moment si c'est toi qui vas gagner ou c'est l'autre camp. Et c'est ça qui serait vraiment dommage. Georges Hérault, déjà, il y a le président nigérien qui avait révélé qu'en décembre, il y a eu une mission envoyé par le président Alpha Condé qui faisait une tournée dans les pays de la CEDEAO pour vendre le référendum sur la Constitution et qu'à cette mission, Mamadou Issoufou avait dit qu'il n'est pas bon de toucher à la Constitution dans les conditions actuelles et que si on doit le faire, Alpha Condé devait clarifier ses intentions. Voilà aussi peut-être des choses qui n'ont pas vraiment plu au président guinéen et qui le mettent aujourd'hui dans cette posture. Non, normalement, son homologue nigérien voudrait l'aider parce que, au fait, un 3e mandat ou, comment on l'appelle, la modification de la Constitution, ce n'est pas quand même une mauvaise chose en soi. Si ce que j'ai appris de comment on l'appelle, l'Alpha Condé du professeur, c'est que la constitution guinéenne était date de général dans son encontre. Et il y a beaucoup de choses à revoir. Mais ça, c'est normal. Maintenant, quand il a de l'ambition pour briguer un autre mandat, qu'il le dise que effectivement j'ai envie de continuer mes projets. C'est ce que Mamadou Issoufou lui avait demandé de faire. Et si ce n'est pas le problème de la part de Mamadou Issoufou, parce que à côté il y a la Côte d'Ivoire qui a procédé à la modification de sa constitution et qu'aujourd'hui Ouattara n'a pas encore dit s'il va aller ou pas. Oui, si demain matin Ouattara disait que je me présente. Là-bas il n'y a pas de tension. Ici, et en plus, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas organisé cette mission d'explication. Parce qu'ils sont de la constitution de leur intention. Parce que quand vous venez chez quelqu'un pour lui présenter votre projet, il peut vous demander votre intention. Oui, là, donc, oui. Et donc, je ne pense pas que suite à ça, aujourd'hui, il s'oppose à ce que cette mission s'atterrisse et rassemble les filles et fils de ce pays et à une table de négociation pour dénouer la crise qui est actuellement en Guinée. Parce que, comme dit le Dominique, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Donc aujourd'hui, et aujourd'hui, le Guinée, c'est proche. Si ça commence en Guinée, avec tout ce qui se passe au Burkina, tout ce qui se passe au Nigeria, aujourd'hui commencer le terrorisme et tout ça là en Guinée, on ne va plus accepter. Donc il faut s'associer, dénouer les crises comme le Togo l'a si bien fait. Il faut forcément ça. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on est suffisant, qu'on peut nous-mêmes régler nos trucs. Et quand il y a un problème, je pense qu'il faut une 3e personne pour départager les uns les autres. Alors, il est clair quand même que le 1er mars, pour Alpha Condé, il y aura élection législative et référendum. C'est ce qu'on attend de voir, puisqu'il a déjà reporté. Je crois la première date, c'était en février. Oui. Il a reporté à mars. Maintenant, il estime que toutes les conditions sont réunies, et en estimant que le boycott de l'opposition, ce n'est pas un problème, et que lui va avancer. On attend de voir l'issue de cette... ou bien le déroulement
de ce scrutin, parce qu'il faut le dire. Bon, il est au pouvoir, vous savez. Il a les moyens. Les gens ont empêché les élections, mais ça a eu lieu. Oui, ça c'est clair. Non, contrairement à d'autres pays où l'opposition, malgré toutes les bonnes conditions, et malgré le tapis rouge qu'on a déroulé pour eux, ils disent non, nous n'allons pas. Hein. Aujourd'hui, c'est ça qui leur crée des problèmes jusqu'à ce pays. Je parle du Togo et de pays comme, des partis comme l'ANC et consorts qui aujourd'hui sont totalement méconnaissables. Donc, c'est dire que là, s'il avait ne serait-ce qu'accepté cette médiation des chefs d'État de la CEDEAO, au moins il devait avoir quand même une lueur d'espoir que les deux partis, notamment lui et son opposition, devaient s'asseoir, discuter et voir qu'est-ce qu'on peut arranger pour permettre vraiment à ce que tout le monde participe à ce scrutin, pour voir combien qui pèse quoi. Parce qu'une chose aussi est de faire du bruit et bon, quand on dépose l'urne là, vous ne valez rien. Une autre, c'est d'être un grand gueulard. Donc je crois qu'il serait vraiment judicieux que le Alpha Condé puisse opter pour vraiment l'apaisement. Et l'apaisement passe forcément par le dialogue. Et qui suivent l'exemple du Togo. Il a été, mais c'est ce que je ne comprends pas. Donc quand il venait faire la médiation au Togo, là, il croyait que les Togolais sont comme bien son homologue togolais, il ne réfléchit pas. Mais il faut qu'il voit comment les choses avancent, comment les Togolais sont heureux d'une manière ou d'une autre. Bon, si vous voulez, d'autres diront que bon, ils ne sont pas heureux, ça fait leur problème. Par exemple, Paul Dure va dire qu'il n'est pas heureux, ça fait son problème. Mais ce qui est clair, c'est que quelque part, il doit vraiment jouer sa partition. L'histoire retiendra. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, Fonia Singbe, l'histoire retiendra tout ce qu'il a pu faire comme effort personnel pour que vraiment le Togo puisse avancer dans la recherche. C'est pas l'opposition qui dira la même chose. Non, l'opposition n'a rien fait du tout. Je me rappelle même que l'opposition se moquait de lui. Pourquoi il est allé chercher la CEDEAO pour venir jouer à la médiation? L'opposition s'est moquée de lui comme ça. Mais lui, étant un homme d'État, soucieux du bien-être de son pays, de la paix, qui est vraiment nécessaire pour que nous soyons ici pour faire ce débat. Sinon, sans la paix, on ne sera pas ici. Alors, moi, je crois que Alpha Condé doit également emprunter ce chemin pour dire que ce n'est pas être faible en acceptant le dialogue, en discutant avec son opposition. Plutôt, ça te renforce, ça fait de toi un homme d'État, un homme puissant, un homme fort. Parce que face à une crise où chaque jour les gens meurent, il faut quand même faire un véritable sursaut pour avancer. Mais quand vous avez aussi un pays où l'opposition est, j'allais dire entre guillemets, permanemment dans une logique d'affrontement, ne demande pas aussi le dialogue, il va de soi qu'on ait un président assez rigide aussi. Est-ce que c'est l'opposition qui va demander forcément le dialogue? Je pense que c'est au pouvoir en place de tendre la main à l'opposition. Et c'est ce qui est bon. On suppose que c'est lui le père de la famille et c'est lui de tendre la main à l'opposition. Venez, qu'est-ce que vous voulez? On va discuter. C'est au cas où l'opposition... Ils ont d'ailleurs reçu l'opposition, mais ils ne sont jamais arrivés à un compromis. Alors il fallait forcément un médiateur. Maintenant que vous tendez la main et qu'il n'y a pas de compromis, il va de bon sens que vous appelez normalement une troisième personne, une médiation pour la CEDEAO, parce que c'est l'espace sous-régional, l'espace de proximité qui viendra régler le cas. Si dans le cadre plus espacé, on peut parler de l'Union africaine, mais aujourd'hui la CEDEAO est plus proche de ce qui se passe. Et c'est ce qui est étonnant, que ces chefs d'État ou bien la CEDEAO maintenant qui offre cette médiation au professeur Alpha Condé, qui est contre toute entente, et c'est lui qui refuse. Et c'est ce que tout le monde n'arrive pas à comprendre. Mais aujourd'hui, quand ça va dégénérer, qui il va appeler? Il va maintenant faire appel à la CEDEAO quand il doit y avoir quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les manifestations en Guinée, ça inquiète, ça devient inquiétant. Parce que l'opposition arrive à rassembler de grandes foules et ça doit... Oui, mais quand même, ça va devenir... pas le problème. Ça va. Il y a une crise qu'il faut vraiment accepter. Effectivement. Que ça soit et discuter.
Nous passons maintenant à la Côte d'Ivoire. C'est notre second sujet. On évoque le climat politique dans ce pays également qui est de plus en plus tendu à 8 mois de la présidentielle. En fin d'année, les Ivoiriens se rendront à nouveau aux urnes, mais le climat politique est extrêmement tendu entre pouvoir et opposition. On ne se parle en tout cas pas pour le moment. Un dialogue initié du côté du pouvoir ouvert par le Premier ministre a été clôturé par lui. L'opposition qui demande à rencontrer le chef de l'État, ce dernier se fait désirer. Les questions qui fâchent sont encore très nombreuses. Aujourd'hui, dans ce contexte, la Côte d'Ivoire, on connaît aussi son passé, pas si lointain que ça. Ça fait craindre pour les prochaines élections, la prochaine présidentielle. Oui, ça fait craindre parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le cas de Laurent Gbagbo est là, le cas de Guillaume Soro, l'accord qui n'a pas été respecté entre Bédié et Ouattara. Tout ça, alors qu'ils reviennent d'un moment très long de crise, de guerre même, et le président n'a pas su réconcilier véritablement ça dit que les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ça fait craindre, puisque si et le gouvernement, parce qu'ils ont déjà fait le forcing au niveau de la commission électorale indépendante, la CEI, s'il fait le forcing jusqu'au niveau de l'élection présidentielle, jusqu'à organiser l'élection, on risque de revoir ce qui s'est passé au temps de Gbagbo et Ouattara. Mais lui-même, il assure que les prochaines élections seront paisibles. Mais il assure à base de quoi? Quand vous n'arrivez pas à recevoir, quand vous n'arrivez pas à recevoir vos opposants discuter et que vous passez par le chef de gouvernement, les opposants maintenant qui exigent à vous voir pour discuter des cas fâcheux, mais vous refusez. Vous n'allez pas dire que l'élection sera apaisée. Peut-être que vous comptez sur l'armée et qui va faire son boulot, mais n'oubliez pas que les amis qui l'ont aidé à être au pouvoir aujourd'hui, ce ne sont pas passés par ce chemin d'apaisement pour le placer là-bas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment matière à craindre pour la Côte d'Ivoire? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque c'est un pays qui est sorti d'une guerre, qui a fait plus de 3000 morts. Aujourd'hui, on veut aller à un scrutin majeur, notamment l'élection du président de la République. Et le problème, au fait, ne cloche pas au niveau ça bloque au niveau de la composition de la CENI, où l'opposition pense que la CENI est totalement... La CEI, bon, là-bas c'est la CEI, c'est pas la CENI. Elle est majoritairement composée par les hommes du pouvoir. Et donc, ils doivent discuter pour voir s'ils peuvent gagner certaines places pour vraiment une élection beaucoup plus transparente. Je crois que c'est à cet effet que le gouvernement Amadou Gon Coulibaly a ouvert un dialogue. Mais curieusement, il clôture le dialogue sans que ce dialogue débouche sur des compromis. Bon, un bon matin, il se retire, il dit bon, c'est bon, moi, bon, je clôture le dialogue, c'est bon, le gouvernement va faire le reste. Bon, alors, est-ce que ça valait la peine en ce moment d'appeler votre opposition pour vous asseoir sur la même table pour discuter? Ah, c'est ça le vrai problème. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition peut faire? Moi, je crois que c'est lui qui est au gouvernement, il sait que l'opposition n'a pas grand-chose. Enfin, quand je dis grand-chose, c'est-à-dire l'opposition n'a pas une position armée pour peut-être le déstabiliser. Ah, c'est pourquoi il dit, lui, il est sûr qu'il va organiser une élection apaisée. Et d'ailleurs, ça l'arrangerait beaucoup si l'opposition ne participait pas. Mais je crois que Bédié s'annonce. Et Bédié est en train de se muscler pour dire que moi je me présente, sans oublier Guillaume Soro depuis Paris. Il dit que lui il est toujours en course. Tant bien même beaucoup d'observateurs pensent que ce n'est pas évident. Donc aujourd'hui peut-être c'est la position du FPI qui est un peu floue. Mais je vois Madame Simone Gbagbo aussi venir, même elle n'a pas encore présenté ses velléités de vouloir postuler ou concourir. Donc, parce qu'au niveau du FPI aussi, il y a un problème à l'interne. Il y a le clan Afinguessan et puis le gars Gbagboïste. Donc, entre eux, je crois qu'ils ont entamé également des discussions pour essayer de colmater les brèches, pour parler maintenant à l'unisson
Donc ce qui est clair, c'est que la Côte d'Ivoire aussi est un peu... Mais bizarrement, je ne vois pas pourquoi la CEDEAO ne s'intéresse pas à la Côte d'Ivoire. Puisque déjà, c'est des éléments ou c'est des prémices d'une crise. Vous n'oubliez pas que la CEDEAO aussi... Le président de la commission de la CEDEAO est ivoirien. Ah, oui, mais les chefs d'État sont là. Peut-être qu'ils discutent encore. Oui, moi je dis... Pour le moment, il n'y a pas une parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent de vue ce pays qui est sorti d'une guerre qui a fait plus de 3000 morts. Alors je me dis, quand il y a de ces malentendus, bon, je crois que la CEDEAO pouvait également intervenir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la CENI. Vous vous rappelez qu'au Togo, la CENI, l'opposition exigeait 8 places sur 17. Mais le gouvernement, dans sa bonne foi, qui n'avait rien à dire, dit ok, prenez les 8 places. Mais seulement ils ont pris, mais ils ne sont pas allés. Mais bon, quand bien ils demandent, s'ils demandent peut-être la parité, si l'opposition ne peut pas obtenir la parité, ils obtiennent quand même une position un peu plus, des places un peu plus que ce qu'ils ont actuellement. On peut dire, eux aussi doivent, lorsqu'on va à une délégation, à un dialogue ou à une discussion, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Donc il faut quand même, dans ce cas, un média. Puisque le Premier ministre n'a pas réussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire que amener l'opposition à s'entendre. Bon, et il a clôturé selon son bon vouloir. Maintenant, le chef de l'État, normalement, soit le chef de l'État pouvait se saisir du dossier lui personnellement. Il invite les acteurs politiques et puis il discute. Et dans les discussions, il faut qu'il accepte de faire des concessions et que l'opposition également accepte de faire des concessions. Là, ils peuvent aboutir à un compromis et puis aller à ce scrutin sans problème. Mais le vrai danger dans tout ça, là, au-delà de tout ce qu'on dit, c'est Guillaume Soro qui est dans l'embuscade à Paris et que d'abord beaucoup de ses proches aujourd'hui sont en prison. Est-ce que c'est ça la meilleure solution? Bon, tant mieux. Ouattara, son homme de main, il est décédé. Beaucoup soupçonnent des histoires, un empoisonnement, on n'en sait rien. Donc ce qui est clair, c'est que est-ce que tout ça, là, ça garantit une paix durable? Moi, c'est ça mon inquiétude, parce que la Côte d'Ivoire fait 40% du PIB de l'UEMOA. Alors quand la Côte d'Ivoire est enrhumée, c'est tout l'espace de la CEDEAO et de l'UEMOA qui s'enrhume. Et donc je crois que les chefs d'État ne devaient pas se taire là-dessus, faire comme si de rien n'était, parce que bon, Ouattara c'est un géant, oui c'est un géant, mais on peut aider également le géant à trouver des petites solutions. Un géant entier d'argile. Bon, alors en face également, l'opposition ivoirienne, vous pensez qu'elle facilite la tâche à Ouattara? Pas tellement, parce que aujourd'hui, voyant ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire que l'opposition ou bien le pouvoir n'est pas dans une position dans une position confortable. D'autant plus que quand un chef de gouvernement ouvre un dialogue et sans compromis, sans arriver à une conclusion et que tout le monde se retrouve, mais ça montre que sûrement ça n'a pas réussi, ça a capoté quelque part. Donc vaut mieux ne pas discuter avec l'opposition et faire le boulot à la place de l'opposition. Ce qui est un peu compliqué pour l'opposition, c'est que aujourd'hui ils ont, que ce soit le Henri Konan Bédié, ils ont participé déjà à fabriquer cet homme qui est Ouattara, et ça devient compliqué pour eux de se retirer et complètement, puisque d'ailleurs ils ont perdu certains hommes. Il y a certains hommes de Bédié qui se sont retrouvés dans le... Oui. Et là, aujourd'hui, ça met en difficulté et Bédié. Comment l'appelle-t-on? Guillaume Soro, aujourd'hui, qui n'est pas au pays. Normalement, il devait être au pays et pour encore donner plus de trucs d'insomnie à Ouattara. Mais aujourd'hui, il est en France, à des milliers de kilomètres, ça ne pèse plus complètement sur Ouattara. Mais ce qui est, c'est que, comme l'a dit Ouattara et Dominique, ça ne va pas aller loin. Si Ouattara persiste à organiser l'élection dans cette condition sans qu'il n'arrive à trouver
de consensus, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un autre problème, une autre crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est quand même l'homme de la crise parce que c'est pas la crise qu'il est venu au pouvoir. Il maîtrise un peu tout ça. Hein. Peut-être ça ne le ferait pas, la situation ne le ferait pas. Ce que tu dis, c'est pas parce qu'il est venu par la crise qu'il doit partir aussi par la crise. Non, c'est-à-dire, il regarde la situation. C'est ce que j'ai semblé comprendre dans ce que tu as voulu dire. Il regarde la situation et il se dit, il n'y a rien de grave, pas pire que 2010-2011, donc allons-y. Non, c'est vrai, il peut se dire, moi je ne voudrais pas jouer au charlatan ou à un prédicateur mal inspiré, non. Moi j'estime vraiment que la Côte d'Ivoire ne doit pas basculer encore dans la guerre. Maintenant, que faire? Est-ce que moi Ouattara, c'est un chef d'État, ici, là, les manettes, il a tout, il sait, il voit. Mais est-ce qu'il est sûr que dans son approche ou bien dans sa démarche, quelque part, il ne peut pas faillir pour laisser une faille et permettre à l'ennemi de s'infiltrer pour créer une situation chaotique? Bon, s'il est sûr, moi je crois que bon, qu'il continue. Mais sinon, moi je crois qu'il aurait pu vraiment jouer à l'apaisement. L'apaisement, c'est de discuter avec l'opposition pour revoir la composition de la CEI et de voir combien ils peuvent encore concéder, combien de places ils peuvent concéder. Et bon, et puis moi je dis dans la vie, il faut toujours essayer. Quand tu essaies et que les autres, par exemple le Togo, il faut a accès le gouvernement à accepter que la CENI puisse être à 8-8, une CENI paritaire, alors que ça violait le code électoral. Mais au nom de l'apaisement, mais il a accepté. On va partir pour en ce sens-là, je voudrais que vraiment Ouattara puisse jouer sa partition. Dans une dizaine de minutes.